En avant, c'est un petit, un petit sondage pour savoir, en fait, comme on est peu de personnes aujourd'hui, on va dire qu'on a identifié 5 thématiques qui vont faire l'objet de présentation aujourd'hui. Et on aimerait savoir, en fait, si, par rapport à ces 5 thématiques, si vous avez vraiment des thématiques sur lesquelles vous sentez que vous avez plus besoin, vous avez plus envie d'avoir des précisions aujourd'hui. Donc, c'est pour avoir un peu une idée. Donc, je vais débuter le sondage. Normalement, il va vous apparaître à l'écran. Vous devriez le voir apparaître peut-être dans le chat, si je ne me trompe pas. On va laisser, je pense que c'est un sondage en fait, dans lequel vous devez classifier par ordre de préférence les thématiques que vous souhaiteriez voir premier. Voilà. Vous avez des petites flèches pour faire bouger les icônes. Et en fait, la première, c'est celle sur laquelle vous avez le plus d'intérêt. Et comme ça, en décroissant jusqu'en bas. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur les flèches et ensuite d'envoyer le sondage pour que nous, on puisse voir, avoir un retour là-dessus. Dans tous les cas, en parallèle, je vais mettre à l'écran. Bon, peut-être préciser, Christophe, qu'on profite effectivement du fait qu'on soit en relativement petit comité pour faire quelque chose de pas trop descendant et au contraire aller vers les points qui vous paraissent les plus importants, sachant qu'on s'adaptera bien entendu à votre degré d'appréhension des différents sujets. Exact. On laisse encore un peu de temps. Je vois que j'ai 7 réponses. A priori, je vois qu'il n'y a pas. Si, il y a les réalisations et les résultats qui ont fait une montée dans la classification. Moi, je pense qu'on doit avoir à peu près toutes les réponses. Ouais, 10 réponses. Hop, oui, parce qu'on est. Ouais. Donc, on va rester là. Donc, du coup, effectivement, je vois qu'il y a une montée sur les réalisations et les résultats du projet et les indicateurs. Une petite baisse de la logique d'intervention par rapport à qui était dans le premier. Donc, bon, mais ce qu'on va peut-être faire, c'est ça. On va passer sur la. On va pas ne pas traiter la question, mais on va essayer de s'arrêter plus longtemps sur les réalisations, les résultats et la question des indicateurs. Parce que c'est vrai qu'en plus, on a déjà identifié, c'est vrai, c'est une question qui a fait l'objet de pas mal de doutes. Donc, effectivement, voilà. Avant de débuter, peut-être également rappeler. Alors, juste, je vais fermer le sondage. Voilà. Hop. Rappeler le mode de fonctionnement, c'est-à-dire que sur Teams, là, on est peu, donc vous avez l'option. Deux choses, lever la main pour demander la parole. Si vous avez un micro, vous pouvez faire votre question à l'oral. Et sinon, vous avez toujours l'option aussi chat, d'écrire votre question et on y reviendra. Moi, ce que je propose, si ça te paraît bien, Fabien, c'est que vu qu'on est peu, on pourrait très bien s'arrêter entre chaque thème pour prendre des Absolument. questions vraiment propres à chaque thématique et Oui. pour pas faire trop voilà, de gros blocs. Et comme ça, on a les questions fraîches sur chaque point à aborder. D'accord, pas de problème. Parfait. Donc, je pense que vous voyez à l'écran la présentation, j'espère. Oui. Ouais, parfait. Donc, du coup, je débute et Fabien, n'hésite pas quand tu as quelque chose à rajouter. Voilà. Je lèverai la main. Donc, on va commencer avec la logique d'intervention du programme et celle du projet. En fait, en gros, c'est un peu l'architecture du programme, c'est-à-dire que le programme Sudoer, il a fait l'objet d'un diagnostic et en base à ce diagnostic-là et on va dire à tout un travail de remontée d'informations des territoires, des acteurs des territoires, on a pu en fait identifier une identité Sudoer. Donc cette identité Sudoer, je ne vais pas revenir trop en détail là-dessus, mais en fait, elle a fait remonter certaines caractéristiques importantes, comme le fait que le Sudoer est un territoire périphérique, éminemment intérieur, avec des caractéristiques démographiques propres, très marquées, notamment en fait un environnement rural important, un dépeuplement, vieillissement de la population, et donc un impact sur les défis, notamment avec la dynamisation territoriale, sociale et économique des zones intérieures importants à réaliser.
et des conditions environnementales uniques. Je ne descends pas trop en détail. Je ne sais pas si Fabien, tu veux déjà peut-être préciser ces questions-là pour passer un peu assez rapidement. Alors, c'est vrai que c'est des questions importantes, mais on ne veut pas non plus trop alourdir là-dessus. En fait, ce diagnostic, il a fait émerger deux grandes orientations stratégiques sur le programme Surdoué, donc de financement. Préserver un capital naturel et renforcer l'adaptation au changement climatique, c'est une première grande orientation. Et une seconde grande orientation qui est surtout la question de renforcer la cohésion sociale et l'équilibre territorial et démographique du Sud-Ouest, notamment par l'innovation et le développement endogène. Du coup, ces deux grandes orientations, elles ont été traduites dans une logique d'intervention du programme qui fait émerger des priorités, mais surtout, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur les priorités, les orientations stratégiques, elles font émerger des objectifs spécifiques. Et ces objectifs spécifiques, c'est ceux en fait qui vont être vraiment la clé d'entrée sur le programme pour les projets. C'est-à-dire que vous, en tant que porteur de projet qui avez une idée, cet objectif spécifique, c'est celui que vous allez voir apparaître quand vous allez rentrer votre formulaire de candidature. Dans le texte de l'appel à projet également, c'est celui sur lequel on a vraiment vous avez les montants sur cet appel à projet à l'écran qui sont ouverts actuellement. Donc vous avez ces objectifs spécifiques, favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques, c'est le 2.4. Favoriser l'accès à l'eau et une gestion durable, le 2.5. Vous voyez qu'en fait, par les couleurs, on a les priorités. Mais vraiment, moi, je vous conseille d'avoir clair en fait, les objectifs spécifiques parce que c'est ceux sur lesquels vous allez devoir vous poser les questions. En fait, mon projet, mon idée de projet, la solution que je propose dans mon projet, sur quel objectif spécifique, en fait, elle contribue. Parce que vous allez voir qu'en fait, toute la logique du programme, c'est que le programme, il a ce diagnostic, ses orientations, ses objectifs. Et en fait, maintenant, on le verra dans les slides suivantes, votre question, ça va être de dire, moi, mon projet, en fait, où il rentre dans cette architecture-là, à quoi il contribue exactement. Donc, bon, je continue quand même avec les objectifs spécifiques pour que vous les situiez. Le 2.7, améliorer la protection et la préservation de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et également réduire toutes les formes de pollution. Sur les deux objectifs spécifiques, 1.1 et 1.4, on est sur développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation. Développer ensuite les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l'esprit d'entreprise. Et on passe ensuite sur l'onglet 4.1, 4.5 et 4.6. Le 4.1, il est nouveau sur le programme. Il n'était pas. Ah, Fabien, je vois ta main levée. Oui, non, mais vas-y, continue. J'interviendrai en conclusion. Effectivement, ce 4.1, il est nouveau sur le programme Sud-Ouest et également sur cet appel à projet numéro 2, puisque sur le premier appel à projet, il n'était pas ouvert. Donc, améliorer l'efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail, ainsi que l'accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l'économie sociale. Le 4.5, garantir l'égalité d'accès aux soins de santé et favoriser la résilience des systèmes, y compris les soins de santé primaires, et promouvoir le passage d'une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité. Et enfin, le 4.6, renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l'inclusion sociale et l'innovation sociale. Donc, Fabien, je te passe la parole. Oui, donc juste indiquer qu'effectivement, l'intitulé de ces objectifs spécifiques, en fait, c'est l'intitulé réglementaire. Donc, c'est ce que la Commission propose. Ces objectifs spécifiques, en fait, ils sont bien sûr placés sous le sceau de la logique d'intervention globale et donc des objectifs stratégiques qui ont été présentés dans le slide précédent. Et quelques points de détail, par exemple, et puis je vais aller sur des choses plus globales, mais sur l'amélioration de la protection de la biodiversité, l'objectif spécifique dans l'intitulé Europe, il prévoit une focale sur les milieux urbains. Ce n'est pas forcément le cas sur le Sud-Ouest, puisqu'au contraire, nous, notre stratégie globale, elle est plutôt dans le sens d'une focale sur les territoires ruraux ou le lien urbain-rural. De la même manière, sur les objectifs spécifiques 1.1 et 1.4, on est bien sur des approches
d'innovation technologique ou de développement de l'environnement des entreprises via les stratégies de spécialisation intelligente. Mais là aussi, on est toujours en fait sous le sceau de l'objectif stratégique qui vise à renforcer la cohésion sociale et territoriale et donc de renforcer en fait l'innovation tech et le développement de stratégies de spécialisation qui favorisent en fait le développement des territoires ruraux ou le transfert de connaissances entre urbain et rural. Voilà. Toujours avoir à l'esprit que ce slide-là, il est bien lié en fait aux orientations stratégiques précédentes. Voilà, c'était tout. Exact. Merci Fabien. Effectivement, on essaie de découler vraiment avec un sens logique qui part du diagnostic jusqu'à vous, projet. Et effectivement, on est dans un cadre. Donc je vais passer à la slide suivante. Donc, un projet Sudoé, on a essayé de faire vraiment, de reprendre un peu des éléments communs en fonction des objectifs spécifiques, qui reprend un peu les caractéristiques à prendre en compte en tant que projet. Donc, premièrement, on souhaite des projets qui sont orientés vers les résultats. On y viendra après, puisqu'on a toute une partie sur les réalisations, résultats et indicateurs. Mais bon, donc orienté vers les résultats où, effectivement, il faudra bien voir la question des indicateurs. Je ne m'attarde pas dessus maintenant, puisqu'on y reviendra plus en détail dans les slides suivantes. La chaîne de valeur, également, c'est un point qu'on va voir un peu après, mais important, en fait, de voir qu'un projet doit impliquer tous les acteurs nécessaires pour avoir un impact réel sur le territoire. C'est vraiment quelque chose qui est important sur le programme Sud-Ouest, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des projets en fait, qui peuvent se permettre de s'arrêter trop en amont en fait, de l'impact territorial. C'est-à-dire que vraiment, on cherche des projets qui vont de la recherche à l'application sur le territoire. On le verra ensuite également avec les critères d'éligibilité. Hein. Ça se traduit en fait dans toutes les règles du programme, cette exigence-là. Chaque bénéficiaire du partenariat doit démontrer sa compétence et vous verrez, on verra ensuite qu'en fait, en fonction des objectifs spécifiques, le programme Sud-Ouest fixe certaines obligations. Alors, c'est pas très restrictif, mais on oblige en fait pour s'assurer que certains acteurs que le programme juge importants sur les objectifs spécifiques sont obligatoires en fait dans les partenariats. C'est-à-dire que des fois, sur certains objectifs spécifiques, on juge en fait que l'autorité publique est obligatoire dans le partenariat ou l'organisation scientifique. Donc vous voyez qu'en fait, en fonction des différents objectifs spécifiques, on a des obligations bien propres en fait sur les types d'acteurs qui doivent être présents dans le partenariat. Et la territorialité, en fait, dans chaque objectif spécifique, on précise les territoires ciblés. Donc, par exemple, les projets doivent permettre de contribuer à un rééquilibrage territorial urbain-rural sur la grosse majorité des objectifs spécifiques. On a cette exigence-là d'avoir ce prisme de rééquilibrage urbain-rural. Donc, vraiment, ces trois grands aspects, on pense qu'ils mettent, en fait, ils résument ce que, selon nous, un projet Sud-Ouest doit prendre en compte au moment de se monter et au moment de prévoir les activités et les réalisations et résultats qu'ils pensent atteindre. Et ensuite, on arrive, en fait, on vient de voir la logique d'intervention du programme, et là, on voit qu'en fait, on a un moment de croisement, en fait, qui est nécessaire entre la logique d'intervention du programme, qui a fixé donc un cadre, c'est-à-dire les deux grandes orientations stratégiques, les priorités, les objectifs spécifiques, et le projet, qui doit venir s'imbriquer dans cette logique d'intervention-là, à travers un objectif, donc un objectif principal du projet qui doit être conforme à l'objectif spécifique du programme, à un des objectifs spécifiques du programme. On les a vus 2 slides en amont. Des objectifs spécifiques du projet qui doivent être cohérents avec les réalisations qu'on prévoit. Des réalisations qui doivent contribuer à des indicateurs de réalisation qui sont fixés par le programme. C'est-à-dire, ça c'est important, hein, ces indicateurs de réalisation-là, on va les voir dans les slides suivantes, mais c'est important de d'ores et déjà savoir, c'est des indicateurs qui sont propres au programme. C'est-à-dire que ce n'est pas les projets qui les fixent, sinon qu'ils existent déjà et vous devez un peu vous y adapter en tant que programme. Et enfin, des résultats qui contribuent également à des indicateurs de résultats propres au programme. Fabien ? Ouais, si tu peux revenir sur la slide précédente, juste pour, oui. Pour préciser, parce qu'on a eu des questionnements de la part de plusieurs porteurs de projets. Alors,
sur la façon dont on appréhende en fait cette question de la complémentarité des partenaires et des actions pilotes. Enfin, je sais pas, tu penses peut-être y revenir ultérieurement. Oui, mais on peut très bien déjà l'aborder, puisque effectivement, ça voilà. vient après, mais oui, oui. Déjà, dans un premier temps, dire qu'en fait, là, c'est une présentation globale, mais le texte de l'appel à projet précise effectivement les attendus au cas par cas pour chaque mesure, chaque priorité du programme. Et notamment, comme tu l'as dit, effectivement, sur les partenaires incontournables qui doivent être au sein du consortium. Il faut savoir en fait que ce caractère obligatoire, il est bien compris au niveau du projet, d'accord, et pas au niveau des États participants au projet. Je m'explique. Si sur une priorité, il y a obligatoirement nécessité d'avoir une autorité publique compétente, c'est une autorité publique compétente parmi les États participants au projet. D'accord? Comme vous avez 3 États membres minimum, France, Espagne, Portugal, il faut soit une autorité publique française, soit une autorité publique espagnole, soit une autorité publique portugaise. Mais ça, c'est le minimum requis. Voilà. Je dis bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas associer aussi des autorités dans d'autres pays. Mais bon, à l'échelle globale, vous avez quand même de la marge pour ajuster votre partenariat, sachant qu'on n'est pas en fait sur des projets miroirs avec un partenariat identique en France, Espagne et Portugal au sein du projet. Et la deuxième chose, c'est sur la question des pilotes, qui est un petit peu complexe à appréhender parfois. Il faut savoir qu'une action pilote, en fait, c'est une action de test qui peut être une action de test amont ou une action de test aval par rapport à l'élaboration d'une solution. Cette question des pilotes, dans le texte de l'appel à projet et dans le projet de programme, il est obligatoire d'avoir un pilote sur chaque projet. Mais ça, c'est encore une fois le minimum requis. Un projet, en fait, doit avoir au minimum un pilote, mais les préconisations qu'on a, c'est que soit on a effectivement un pilote qui est testé dans différents territoires, et là, dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement qu'il soit testé dans 2 voire 3 territoires nationaux, soit effectivement on a une solution conjointe à partir de laquelle on élabore ou en amont de laquelle on a testé des différents pilotes, un par territoire par exemple, pour pouvoir développer une solution qui soit adaptée à différents contextes, ou alors développer une solution et la tester dans différents contextes à travers plusieurs pilotes. Voilà, les différents cas de figure qui sont envisageables. J'ai fini. Ah, merci Fabien. Effectivement, le pilote, on va y revenir puisque c'est un des critères d'éligibilité. Donc, on pourra, si vous avez des questions, vous aurez le temps d'y venir. Donc, effectivement, on terminait avec la logique d'intervention de votre projet qui doit s'imbriquer parfaitement dans celle du programme. Et donc là, on a fini avec ce premier bloc, entre guillemets. Donc, si vous avez des doutes sur ces questions-là de logique d'intervention, je vous propose, ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas des questions sur ces thématiques-là, même si elles apparaissent plus tard, mais si vous avez des doutes, vous pouvez d'ores et déjà soit lever la main, soit peut-être écrire une question. Je vois qu'on a déjà des questions écrites, mais qui sont relatives en fait à la disponibilité des slides après. Donc bon, ça a déjà été, je pense que quelqu'un a... Oui, donc je vous confirme. Oui, je me suis permis de répondre. Ouais, très bien. Je voyais le petit pouce, mais OK. Donc oui, effectivement, elles seront disponibles, évidemment. OK. Donc, vous pouvez soit lever la main, soit faire la... Je crois qu'on n'a pas de main levée. Alors, on sait que parmi vous, en fait, beaucoup avaient déjà participé à des sessions d'information ou d'accompagnement, etc. Donc, vous avez peut-être plus une meilleure appréhension de ces approches un peu générales. Mais pour ceux d'entre vous, en fait, qui n'auraient pas participé déjà et qui découvraient un peu plus le projet, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et donc, que chacun s'exprime. Je vois que des questions apparaissent dans le chat. Exact. Donc, je la lis. Donc, une question. Concernant la chaîne de valeur sur l'objectif spécifique 4.1, l'appel à projet précise le partenariat alors, effectivement, ça c'est important de le préciser. Quand on dit que le partenariat doit inclure au moins une entité représentant les cités, c'est les bénéficiaires qui demandent une aide FEDER. C'est-à-dire que vraiment, l'obligation concerne vraiment le partenariat au sens entités qui apparaissent comme bénéficiaires du projet. Donc, les partenaires associés ne comptabilisent pas là-dedans. C'est-à-dire que pour un exemple concret, s'il y a une obligation d'avoir, par exemple, une entité publique compétente,
si cette autorité publique compétente n'est présente que comme partenaire associé, qui ne reçoit pas de FEDER, ce n'est pas suffisant pour respecter l'obligation. Il faut vraiment, dans ce cas-là, que l'autorité publique compétente elle soit présente comme bénéficiaire du projet avec un budget FEDER alloué. Donc, je continue la Alors question. attention, hein, Christophe, juste préciser en fait que sur l'objectif 4.1, donc plutôt sur l'innovation sociale, pour le faire simple, hein, c'est soit une autorité publique compétente, soit un acteur de l'économie sociale. D'accord? C'est pas cumulatif. Donc c'est l'un ou l'autre. Bien entendu, encore une fois, ça c'est l'obligatoire. Bien entendu, la préconisation, ça serait plutôt d'aller vers les deux. Mais encore une fois, tout dépend en fait de la solution développée et de qui doit la mettre, qui doit la mettre en œuvre. Si on est sur une solution qui a plus vocation en fait à nourrir au sein de la communauté des acteurs de l'ESS le développement d'initiatives, les acteurs de l'ESS sont suffisants. En revanche, si on est vraiment sur une logique de développement territorial qui doit conduire à la mise en place d'une politique plus structurée avec les autorités publiques, effectivement, il vaut mieux qu'il y ait une autorité publique et des structures de l'ESS. Exactement. Et en plus, ta réponse va dans le sens de la question, puisque c'était de savoir si effectivement c'était vraiment obligatoire l'autorité publique compétente. Dans ce cas-là, c'est l'un ou l'autre. Et donc, comme le vient de le préciser Fabien, après, ça va un peu dépendre à votre projet, de voir si ça fait sens d'ajouter également le second ou pas. Donc là, mais vraiment, l'obligation en tant que critère d'éligibilité, c'est l'un ou l'autre comme bénéficiaire dans le projet. Là, je vois important, parce que vous mettez, alors je relis la question, hein, autorité publique compétente donc, ou organisme délégué, est-ce que cela signifie que nous devons intégrer une collectivité ou instance liée comme partenaire obligatoirement, avec un budget d'au moins 50 000 € affecté au projet, ou cela peut être juste comme associé? Donc vraiment, là, c'est vraiment, je précise, donc l'obligation, c'est l'un ou l'autre, mais au moins un des deux doit être comme bénéficiaire, c'est-à-dire avec un budget, exactement. C'est vraiment important. Hein. Partenaire associé, ça, par exemple, voilà, bon, parfait, merci. Donc, c'est important parce que, en fait, comme c'est un critère d'éligibilité, on va y venir, mais je peux déjà, d'ores et déjà, vu qu'on a la question, le critère d'éligibilité, s'il n'est pas respecté, en fait, le projet ne va même pas être, on va dire, évalué. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter à une étape antérieure de la recevabilité. C'est-à-dire qu'il va être proposé comme non éligible puisqu'il n'aura pas l'acteur obligatoire. Donc voilà, c'est important de l'avoir clair. Mais apparemment, ça l'est. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées ou de questions. Donc, on continue. Si les questions viennent, n'hésitez pas, hein, soit par écrit, soit à l'oral, je le répète. Donc, on va passer sur le deuxième bloc qui est relatif effectivement aux réalisations, aux résultats du projet et donc aux indicateurs, puisque c'est directement lié. Donc, les relations et les résultats. Concrètement, donc, les projets, pour mesurer leur contribution au programme, en fait, on a ces deux figures-là, qui est la figure de la réalisation et la figure du résultat. Donc, en fait, afin de mesurer l'impact du programme directement sur les territoires, les réalisations et les résultats, nous, on les mesure sur tous les projets. On vous demande, en fait, concrètement, une fois que le projet est approuvé, de nous indiquer où vous en êtes de l'obtention des réalisations et des résultats. En fait, ces indicateurs, à nous, comme programme, ils nous permettent à grouper, en fait, tout ce que les projets réalisent pour voir, en fait, directement l'impact du programme à travers ces questions-là. Donc là, ça peut paraître très théorique, mais ensuite, quand on rentre vraiment dans la définition de chaque réalisation et chaque résultat, je pense que ça peut s'éclairer. Les réalisations et résultats, donc, des projets, ils doivent impérativement correspondre à ce qui est mesuré par les indicateurs du programme. Alors là, effectivement, c'est ce qui vous oblige. On sait que souvent, c'est un peu une gymnastique pour les projets, en fait, parce que vous avez une idée avec on va dire des solutions, des tests que vous avez bien en tête. Et en fait, souvent, la gymnastique, elle est à ce niveau-là de faire en sorte que l'idée de projet que vous avez, elle rentre bien dans l'architecture programme. Et en fait, ce lien-là se fait vraiment clairement avec ces indicateurs-là. Pour être clair, on va les voir maintenant, hein, mais si vous voyez que vous avez en tête une réalisation ou un résultat avec ce terme-là
mais qui ne correspondent pas en fait aux définitions des réalisations et des résultats que le programme a, directement, a priori, ça veut dire que cette idée-là que vous avez de réalisation et de résultat, ça n'est pas une réalisation ou résultat au sens du programme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas développer, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va vous demander de mesurer pour nous, programme. Du coup, ça veut dire que dès lors qu'il y a un doute, il faut que vous entriez en contact avec le secrétariat conjoint ou les autorités du programme pour qu'on puisse échanger sur l'adéquation de votre projet avec le programme, c'est-à-dire en quoi vos résultats doivent être réinterprétés pour être conformes aux résultats du programme et en quoi vos réalisations doivent être interprétées pour être conformes aux réalisations du programme. Exactement. Et cette phase de montage à ce niveau-là, elle est fondamentale, hein, puisque vous avez plusieurs outils à votre service. Ce que vient de dire Fabien, rentrer directement en contact avec nous. On a la figure des cafés virtuels. On a des webinaires ensuite qui vont venir un peu plus en aval avec des 60 minutes sudouées qui sont là juste pour vraiment vous permettre de faire que toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment important de résoudre cette question-là avant le dépôt du dossier, parce que c'est un des critères d'évaluation qui est regardé. Donc vraiment, si vous voyez, si vous avez un doute, même si c'est un simple doute, n'hésitez pas. Il vaut mieux régler cette question-là d'ores et déjà. Donc, une réalisation de projet. Alors, vous allez avoir l'impression qu'on insiste beaucoup, mais c'est vrai que c'est une question en fait qui a fait l'objet de pas mal de confusion lors du premier appel à projet. Donc, on préfère insister sur la question des réalisations et des résultats et des indicateurs. Donc, une réalisation de projet, c'est une réalisation qui peut être capturée par un indicateur de réalisation et qui y contribue directement au résultat du projet. Tous les groupes de tâches, alors ça c'est important, c'est peut-être un peu trop, mais je préfère le préciser également parce que vous allez voir que en première phase, vous n'avez pas de groupe de tâches, mais vous allez quand même préfigurer en fait la manière de travailler et donc les activités que vous allez faire. Et donc c'est important de savoir que c'est pas obligatoire d'avoir des réalisations sur toutes les activités ou sur tous les groupes de tâches. Voilà, c'est une donnée qui en première phase peut paraître très avancée, mais on s'est rendu compte en fait que c'était important d'avoir cette information d'ores et déjà. Ce n'est pas une obligation de penser votre projet avec une réalisation à chaque groupe de tâches. Voilà. Là, on voit un peu l'architecture. Vous avez les réalisations du projet, et là, on commence à rentrer vraiment dans le détail. Les réalisations du projet, actuellement, c'est très simple au final, puisque c'est une stratégie et un plan d'action, ou un plan d'action, on va y venir après, et une action pilote. Une action pilote. C'est-à-dire que tout ce qui sort de ce cadre-là, je prends des exemples, une présentation aux acteurs clés de la solution que je pense développer, une concertation, tout ça, ça peut être, on va dire, des livrables de votre projet, mais c'est en aucun cas la réalisation au sens où le programme l'entend. Et donc, du coup, là, à partir de ce socle-là qui est commun à tous les objectifs spécifiques et à tous les projets, on déroule nos indicateurs de réalisation qui sont en ligne droite, c'est-à-dire que sur la stratégie et le plan d'action, on a l'indicateur de réalisation qui est l'élaboration de cette stratégie et du plan d'action. Donc, concrètement, ça veut dire que le jour où le projet a élaboré la stratégie, a obtenu en fait la stratégie, il va avoir un document, le nom exact du document, en fait, il peut être varié, mais en gros, une preuve que cette stratégie existe. Et ça va être ce que capture l'indicateur de réalisation. C'est-à-dire, mon projet X, il a réalisé une stratégie. Donc, je contribue à l'indicateur de réalisation et stratégie élaborée à hauteur de 1. Donc, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est forcément toujours de cette manière-là, mais c'est pour essayer de le concrétiser. Et l'action pilote, pareil, on a un indicateur de réalisation en ligne droite qui est les actions pilotes élaborées et mises en œuvre durant le projet. Donc, j'ai par exemple, alors là c'est un exemple vraiment, mais j'insiste sur le fait que c'est un exemple. J'ai un pilote qui va être, j'ai une solution qui va être testée sur
sur plusieurs territoires. J'ai plusieurs solutions, j'ai une solution différente sur chaque territoire. Je comptabilise 3 pilotes. Pourquoi? Parce que je teste 3 solutions différentes. Voilà. Sur cette question-là, j'essaie d'être simple. On a un exemple dans le texte de l'appel à projet, mais en gros, ce qu'on mesure avec l'action pilote, c'est vraiment les tests, c'est-à-dire les solutions qu'on teste à travers l'action pilote, et non pas le nombre de fois qu'on le teste. Je m'explique. Si on fait vraiment 3 solutions, j'appelle ça solution, mais ça peut être un autre type de choses à tester, entre guillemets, mais bon, ça simplifie je pense, pour comprendre. Si je teste 3 solutions différentes à un même problème, je peux comptabiliser 3 actions pilotes parce que je teste 3 solutions différentes. Par contre, si j'ai une solution que je teste sur 3 territoires, parce que je veux m'assurer en fait qu'elle fonctionne sur des territoires avec des caractéristiques différentes, on continue de comptabiliser une seule action pilote parce que cette action pilote, en fait, elle teste la même solution. Voilà. Il y a un exemple dans le texte de l'appel à projet. Si vous avez des doutes sur cette question, n'hésitez pas. On peut vraiment répondre à des questions très précises là-dessus. Et toujours pareil, si on déroule en fait en partant de ce même socle, qui est la stratégie, le plan d'action d'un côté et l'action pilote de l'autre, on a l'indicateur de résultat qui va en fait venir mesurer, dans un cas, les stratégies adoptées. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va mesurer, c'est que cette stratégie et ce plan d'action, au bout du bout, ce que le programme Sudo il souhaite, en fait, c'est qu'elle soit adoptée par des organisations. Alors là, on peut avoir des adoptions par des organisations qui sont dans le partenariat ou hors partenariat. Alors évidemment, on essaie de viser toujours, de tendre à ce que ce soit des adoptions hors partenariat pour vraiment essaimer les résultats à des territoires le plus large possible. Mais la possibilité au niveau vraiment obligation, c'est que ce soit une organisation au minimum qui adopte cette stratégie en fin de projet. Alors là, il y a une petite précision, c'est que comme on parle on va dire d'indicateurs qui vont quand même très en aval du développement, on vous donne une année en plus après la fin de votre projet, durant laquelle vous aurez encore l'opportunité en fait d'atteindre ce résultat-là. C'est-à-dire que très concrètement, l'adoption de la stratégie et du plan d'action, elle pourra avoir lieu jusqu'à 1 an après la fin du projet. C'est pour donner un peu de marge de manœuvre au niveau temporel pour travailler sur cette adoption-là, puisqu'on sait que c'est quand même un objectif assez ambitieux sur ce programme-là, qui est nouveau. On n'a pas clairement cette obligation-là sur les programmes antérieurs. Donc vraiment, c'est important d'ores et déjà avoir en tête que le projet doit développer une stratégie au minimum et doit faire en sorte qu'au minimum, une organisation l'adopte, cette stratégie. Et en parallèle, sur la partie action pilote, on a exactement pareil. J'évoquais en fait le fait que les pilotes, ce qu'on mesure, c'est les solutions qui vont être testées via les pilotes. Donc, sur la réalisation, ce qu'on mesure, c'est le nombre de solutions testées. Sur le résultat, ce qu'on mesure, c'est l'adoption des solutions, c'est-à-dire le nombre d'organisations qui vont adopter les solutions. Donc, c'est le parallélisme parfait avec la stratégie, sauf qu'on est sur l'action pilote et la solution testée. Et donc là, un peu pareil, hein, on a pareil sur un cadre temporel un peu élargi, puisqu'on vous donne jusqu'à 1 an après la fin du projet, pour faire en sorte que là où les solutions testées soient adoptées par au minimum une organisation. Donc là, pareil, on parle toujours sur des obligations minimum, ce qui ne veut pas dire qu'un projet peut avoir plusieurs solutions testées et plusieurs adoptions, tant pour la stratégie comme pour la solution. Et donc enfin, ensuite, on a sur l'indicateur de résultat un troisième indicateur de résultat qui vient en fait lier aux 2 types de réalisations possibles, qui sont les organisations dont la capacité institutionnelle va augmenter. Donc là-dessus, à minima, on est sur le partenariat, c'est-à-dire avec on va dire une justification assez simple, entre guillemets, puisque, a priori, le partenariat participe activement aux activités du projet et donc vont voir leur capacité
sur les thématiques liées au projet qui vont être augmentées grâce à leur participation au projet. Donc ça, à minima, vous allez pouvoir comptabiliser tous les bénéficiaires du projet. Ensuite, vous aurez l'opportunité de comptabiliser également, par exemple, les partenaires associés, et notamment ceux qui ont vraiment une participation active aux activités du projet. Donc là, je viens d'essayer de résumer l'architecture telle qu'elle existe et telle qu'elle est vraiment limitée des réalisations et des indicateurs du programme. C'est-à-dire que ce cadre-là, il existe, il est là, et en fait, vous n'allez pas pouvoir en sortir, entre guillemets. On sait que c'est un peu un cadre qui peut paraître parfois un peu très corseté, mais c'est ce qui nous permet également à nous, en tant que programme, de mesurer en fait, on va dire, l'impact programme sur les territoires du Sud-Ouest. L'objectif, c'est toujours le même, c'est d'essayer d'impacter directement, on va dire, d'influencer les politiques sur les territoires du Sud-Ouest. Fabien, je ne sais pas si tu vas peut-être vouloir préciser Non, un peu. juste dire que ce cadre-là, en fait, il est imposé en fait à tous, à tous les programmes, puisque l'idée, effectivement, c'est à l'échelle de l'Union européenne, de pouvoir mesurer avec des indicateurs identiques ce qui est produit par les programmes Interreg. Et donc, en cascade, effectivement, on sélectionne dans le panel d'indicateurs ce qui est le plus utilisable pour les projets. En fait, très concrètement, enfin très schématiquement, les indicateurs de réalisation, c'est ce que vous faites. Alors pas les livrables, mais ce que vous faites de manière principale, hein, et pas la partie. Par exemple, si vous faites une étude pour arriver à développer un prototype, l'étude, elle est utile, mais ce que vous avez réalisé principalement, c'est le prototype. De la même manière que si vous élaborez une stratégie, je ne sais pas moi, d'adaptation d'une espèce particulière au changement climatique, cette stratégie, elle va s'appuyer sur un certain nombre d'actions, mais ce qu'on va mesurer, effectivement, c'est la stratégie et pas les actions qui ont concouru à ce que vous fassiez la stratégie. Vous allez produire la stratégie. Et puis, l'indicateur de résultat, c'est les changements que vous produisez de manière immédiate, à court terme. Et voilà. Et donc, qui va se saisir de cette stratégie pour mettre en œuvre sa politique, ou qui va utiliser la solution développée, et puis en conséquence, dans quelle mesure ces organisations renforcent leurs compétences ou leur maîtrise des sujets, quoi. Mais bien entendu, vous, au niveau de votre projet, vous pouvez avoir légitimement, en fait, nécessité de mesurer vos activités, vos résultats et vos réalisations sur un autre registre que celui du programme. Et donc, ça peut se faire et ça doit se faire, mais de manière indépendante dans le cadre d'une évaluation technique interne au projet. Il faut toujours penser à ajuster en fait cette approche, par exemple scientifique, hein, quand on est sur des projets où il y a un gros input en matière scientifique. On a un cadre d'évaluation qui correspond effectivement à la démarche scientifique et donc qui conditionne une batterie d'indicateurs qui vous est propre, mais ça doit être traité indépendamment en fait de ce cadre d'évaluation propre au programme. Et effectivement, là aussi, hein, sur ces ajustements, on a eu le cas, hein, sur le premier appel à projet, hein, où on a testé un petit peu cette nouvelle méthode d'évaluation et réalisation résultat, où il y a des ajustements à faire entre la façon dont vous, intuitivement, vous mesurez les choses et nous, la manière dont on doit les mesurer, mais là aussi, un dialogue entre les deux niveaux permet de s'y retrouver, quoi. Bon, ça peut paraître très théorique, hein, mais peut-être que on pourrait recueillir des questions et voir sur des cas très concrets comment ça fonctionne. Exactement. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà en fait profiter. J'ai une dernière slide, il me semble, sur cette partie-là, où en fait on parle des objectifs du programme, mais en fait, je l'ai déjà dit, hein, mais du coup, peut-être vous pouvez profiter pendant que je parle un peu de cette dernière diapo, de commencer peut-être soit à écrire vos questions, soit directement à prendre la parole, si vous avez des doutes sur ces questions-là. Mais en gros, donc le postulat de départ du programme, c'est que chaque projet doit permettre à minima donc de développer une stratégie et de mettre en place une action pilote. Quand on parle des réalisations, c'est à minima ces deux réalisations-là
par projet doivent toujours être présentes. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas trop de doute au final. Votre doute, elle est plus que ce que disait Fabien, c'est vraiment mettre en adéquation votre idée avec, avec ce cadre-là. Mais du coup, vous êtes obligé d'avoir une stratégie, en fait, d'afficher quelque chose en face de la stratégie qui soit conforme à la définition qu'on en a, et afficher également une action pilote, donc un test, une mise en œuvre sur le terrain d'une solution minimum. Et en fait, ça, donc, on est sur les indicateurs de réalisation. Et dès qu'on passe donc sur l'indicateur de résultat, on a une obligation d'adopter. Alors, quand je parle d'obligation, on va dire que c'est effectivement c'est ce que vous devez tendre à arriver. On sait que c'est des projets qui ont un droit à l'échec. Hein. Vous pouvez arriver en fin de projet et en expliquant que effectivement vous n'avez pas réussi soit à faire adopter, soit voilà. Mais effectivement, nous, on est obligé entre guillemets de fixer un cadre. Avec une obligation pour démarrer le projet. Donc, l'adoption, l'application de cette stratégie ou du plan d'action par au moins un organisme. La même chose avec les solutions expérimentées via les pilotes. Adoption de la solution ou des solutions par au moins un organisme. Et accroître les capacités. Alors, ça, on va dire que c'est un indicateur dont l'objectif est assez conservateur, hein, puisque normalement, a priori, les participants du projet, si le projet est monté correctement, ils devraient tous participer activement aux activités et donc voir accroître leurs capacités. Et donc, a priori, vous ne devriez pas avoir de mal à respecter cet objectif de au moins 2 organismes de 2 pays participants qui voient leur capacité augmenter de par leur participation au projet. Je vois que on n'a pas de main levée ni de questions écrites. N'hésitez pas. C'est peut-être que c'était très technique et que du coup, mais n'hésitez pas vraiment, hein, parce que c'est des questions effectivement, hein, Fabien le rappelait, sur le premier appel à projet, on a eu pas mal de confusion, tant sur la quantification en fait, des contributions, ou même sur l'adéquation entre ce qui était pensé et ce qui était le cadre du programme. Donc vraiment, n'hésitez pas à être très spécifique. On est peu sur la réunion, donc on peut très bien prendre vos cas concrets sans aucun problème. On a éclairé plusieurs reprises la question effectivement des pilotes. Rappeler quand même, ça peut paraître un peu basique, mais rappeler qu'en fait, quand on parle de solutions, on parle bien de solutions communes ou de stratégies communes. Et que donc un projet qui, par exemple, a 3 partenaires, pour caricaturer, hein, il n'y a jamais 3 partenaires, c'est assez rare, mais 3 partenaires et qui élaborent 3 stratégies, c'est typiquement un projet qui n'a pas vocation en fait à se retrouver en bout de course sélectionné dans le cadre du programme. L'idée, c'est bien de travailler en fait à des productions conjointes fondées effectivement sur l'expertise de chacun des participants, quelle que soit son origine géographique. Donc, je ne vois toujours pas de main levée ou de questions. Donc, je vous propose de continuer. N'hésitez pas, hein, je répète, même si on est passé sur un autre bloc, vous pouvez très bien, on lira toutes les questions en suivant et on y répondra sans aucun problème. Donc, je passe dans ce bloc 3 sur les critères d'admissibilité et d'éligibilité des projets. Donc, juste avant de rentrer dans le concret, effectivement, le jour en fait où l'appel à projet se termine, donc le 31 mai, avant de passer à l'évaluation qualitative des projets, on a deux process qui est l'étude des critères d'admissibilité administrative. Donc, c'est des critères, vous les avez dans le texte de l'appel à projet, je vais vous les mettre à l'écran d'ores et déjà, qui sont des critères vraiment d'admissibilité administrative du projet, qui vont en fait voir si le projet est recevable ou ne l'est pas en fonction des règles administratives qui ont été fixées. Donc, c'est des règles très basiques. Hein. Vous voyez, est-ce que la proposition de projet a été envoyée? Est-ce que on a bien la déclaration du chef de file, celle des entités bénéficiaires? Donc, voilà, c'est une série de critères assez basiques. Moi, ce que j'insisterai sur cet appel à projet-là, c'est qu'on a eu une évolution avec notamment une échelle. C'est-à-dire qu'on a des critères sur lesquels, en fait,
l'étude va se faire au niveau du projet, et donc les conséquences en cas de non-respect vont être au niveau du projet, et on a des critères qui sont étudiés au niveau des bénéficiaires, et donc les conséquences en cas de non-respect vont être au niveau des bénéficiaires. Je m'explique. Par exemple, si on a un critère, je vais prendre le critère 3, les déclarations d'intérêt des entités bénéficiaires répondent aux conditions suivantes. Elles sont disponibles dans les SUDOE et elles ont été correctement remplies. C'est un critère qui est corrigible. Ça veut dire que ce critère-là, si au 31 mai, bon, au 32 mai, ça peut être un peu tôt, mais si au retour, ensuite, on commence à étudier votre projet et on voit que, par exemple, pour l'entité le bénéficiaire numéro 3, on n'a pas la déclaration d'intérêt ou elle n'est pas correctement remplie, c'est-à-dire elle n'est pas signée, elle n'est pas datée, bon, voilà. On va vous notifier. On va vous notifier au bénéficiaire principal du projet. Il va recevoir une notification en disant la déclaration d'intérêt du partenaire 3 n'est pas soit correctement remplie, soit disponible dans les SUDOE. Veuillez corriger. Là, il y a deux options. Soit vous corrigez, il n'y a pas de problème, on continue. Soit vous ne corrigez pas. Donc, voilà, sur ce critère-là, c'est quand même c'est très très rare pour dire. Moi, je crois que je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant, mais voilà. Vous ne corrigez pas, c'est-à-dire que voilà, l'entité est présente, mais vous n'êtes pas en mesure d'obtenir la déclaration d'intérêt. On va dire que vous n'êtes pas en mesure de la corriger. La conséquence, on voit qu'elle est au niveau du projet, ça veut dire que le projet ne serait pas admissible. C'est-à-dire qu'on a une entité on va dire, qui n'est pas en mesure d'apporter sa déclaration d'intérêt, le projet ne passerait pas en fait aux étapes suivantes. C'est-à-dire qu'il serait proposé au comité de suivi comme non admissible. Si je prends l'exemple d'un critère dont l'échelle d'étude est le bénéficiaire, la conséquence elle va être différente. Par exemple, je prends le critère numéro 8. Est-ce que les bénéficiaires du projet sont des entités éligibles au programme? Donc, par exemple, nous, on a un doute, on voit une entité qui, pour X ou Y, on a un doute sur l'éligibilité au programme. Et donc, pareil, on va vous envoyer une notification au bénéficiaire principal en disant, voilà, l'entité numéro 3, on a un doute parce qu'on a vu ce point-là, on a un doute sur son éligibilité au programme. Veuillez nous apporter l'information qui nous permettrait de résoudre ce doute-là. Et là, pareil, on a deux options. Soit, avec l'information que vous nous apportez, ben, on résout le doute et on considère que l'entité est éligible, on continue. Soit, avec ce que vous nous apportez, en fait, ben, on voit que soit on confirme nos doutes et on voit qu'en fait, elle n'est pas éligible, soit vous apportez rien et donc, du coup, ben, on n'est pas en mesure de résoudre. Dans ce cas-là, la conséquence, elle se situe au niveau du bénéficiaire et non pas au niveau du projet. C'est-à-dire qu'on exclurait le bénéficiaire à ce stade-là. C'est-à-dire que lors de cette première étape-là d'admissibilité, on exclurait le bénéficiaire sur lequel on avait des doutes. Et donc, le projet continuerait sur le chemin sans ce bénéficiaire-là. C'est-à-dire qu'on étudierait son éligibilité sans ce bénéficiaire-là et il serait évalué par tous les co-instructeurs sans ce bénéficiaire-là. Donc, c'est très important de bien lire tous ces critères-là et regarder son caractère, parce que c'est vrai que je ne me suis pas trop arrêté dessus, mais on a des caractères pour chaque critère. Il y a des critères qui sont excluants, c'est-à-dire que leur non-respect ne donne pas lieu à une possibilité de correction. Et on a des critères corrigibles, sur lesquels on va, dans tous les cas, rentrer en contact avec vous pour voir, en fait, pour avoir des informations supplémentaires. Et on a une dernière colonne qu'on vient d'intégrer également, qui n'était pas là au premier appel, qui vous précise si ce critère-là fait l'objet d'un blocage. C'est-à-dire, ISUDOE va vous prévenir, va vous bloquer. Par exemple, je peux les prendre un par un parce que c'est assez... le premier critère qui est est-ce que la proposition de projet a été envoyée via ISUDOE? Ben, effectivement, il y a un blocage puisqu'en fait, si vous n'envoyez pas, le projet n'est pas enregistré comme ayant été envoyé. Donc, c'est ISUDOE en fait en soi qui va vous montrer si le projet a été envoyé ou pas. Sur la déclaration responsable d'engagement du chef de file, on a un blocage. En fait, c'est un blocage c'est pour ça qu'on précise, c'est-à-dire que l'application informatique, s'il n'y a pas de document chargé dans cette partie-là, elle va vous prévenir. Elle va vous dire attention, il n'y a aucun document chargé dans la partie déclaration responsable d'engagement du chef de file. Donc, a priori, le projet va avoir un problème. Ce que ISUDOE ne peut pas vérifier,
c'est que c'est le document correct. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez chargé quelque chose, il ne vous bloquera plus. Par contre, il n'a pas la faculté de vérifier que le document, c'est le correct, que c'est le bon modèle, qu'il est bien signé, qu'il est bien daté, tout ça. On n'est pas encore arrivé à un degré d'intelligence artificielle tel que l'application n'est pas capable de le vérifier. Voilà. Donc, pareil, je ne vais pas les faire un par un, mais vérifier à chaque fois. Par exemple, je prends le 6. Le partenariat inclut au moins un bénéficiaire issu de chacun des 3 États membres. Il y a un blocage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas dans votre partenariat un bénéficiaire minimum de chaque État membre, donc un bénéficiaire français, un bénéficiaire espagnol, un bénéficiaire portugais, l'application informatique va bloquer, va dire attention, vous n'avez que 2, vous n'avez qu'un seul État représenté. Voilà. Donc c'est souvent, on voit des critères excluants, mais en fait, c'est des critères qui font l'objet de blocage dans Isudoe, donc qui ne vous permettent pas d'envoyer votre proposition de projet si vous ne respectez pas le critère. Voilà. Moi, j'attire quand même votre attention, par exemple, sur des blocages qui se font, mais qui ne sont pas sur du qualitatif, au sens où, par exemple, je prends le critère 4, qui est la question, la proposition de projet a été présentée dans la langue du chef de file. Isudoe, ce qu'il va vérifier, c'est qu'il y a du texte qui a été mis dans la version du chef de file. Mais il ne va pas vérifier que ce texte-là est bien en français si le chef de file est français. Donc voilà. Faites très attention avec ces critères-là. Je vois une première question, du coup je vais y répondre parce qu'elle est... est-il possible d'envoyer plusieurs fois avant le 31 mai? Et c'est la dernière version qui compte. Alors, d'envoyer, non. Mais vous avez une alternative à l'envoi qui est la validation. C'est-à-dire que vous allez voir que quand vous créez votre formulaire de candidature dans Isudoe, vous avez 2 boutons. Vous avez un bouton envoyer qui est définitif, c'est-à-dire qu'une fois que vous appuyez dessus et que vous confirmez, vous ne pourrez plus revenir en fait sur les réponses que vous avez apportées. Mais vous avez un bouton valider qui est en fait un envoi, une simulation d'envoi, puisqu'en fait, ce que ça va faire, ce bouton-là, c'est vérifier les éventuelles erreurs que Isudoe constate, comme si vous alliez envoyer. Donc, c'est en fait, moi, nous d'ailleurs, ce qu'on recommande fortement, c'est de valider autant que nécessaire, puisque ça ne vous engage à rien. La seule chose que ça va faire, la seule conséquence que ça va avoir, c'est que Isudoe va vous afficher à l'écran toutes les erreurs. Alors, quand je dis erreurs, c'est également les parties qui vous restent à remplir. Hein. Ce n'est pas forcément des erreurs, mais c'est ce qui reste à faire, en fait, pour permettre l'envoi définitif du formulaire de candidature de la proposition de projet. Donc, vraiment très important de valider très souvent quand vous êtes en train de remplir votre formulaire. Je continue. Je ne sais pas, Fabien, si tu n'as pas levé la main, je pars du principe que tu n'as pas de précision à apporter. OK. Je passe aux critères. Donc, on vient de voir le premier process qui aura lieu, en fait, lorsque vous allez envoyer votre projet, c'est l'étude des critères d'admissibilité. Et ensuite, on passe sur les critères d'éligibilité. Et donc là, on en a déjà parlé sans les nommer. Ils sont de l'ordre de 2 grands critères d'éligibilité. On a un premier qui est les projets, ils devront développer et mettre en œuvre des solutions sur le terrain par le biais d'initiatives concrètes. Et donc là, on parle des pilotes. C'est-à-dire que le pilote, il est obligatoire en tant que critère d'éligibilité. C'est-à-dire qu'un projet, en fait, qui est en face de la réalisation pilote, il nous préciserait quelque chose qui n'est pas du tout un pilote, il aurait un problème, puisqu'en fait, il ne répondrait pas à ce critère d'éligibilité-là. Et enfin, les projets centrés exclusivement sur des questions maritimes ne sont pas éligibles également. Alors là, c'est important parce que c'est quand même plus subjectif. Hein. On est vraiment sur des questions qui demandent aux différents instructeurs de rentrer en fait dans le projet. C'est pas comme les critères qu'on vient de voir d'admissibilité qui sont très mécaniques, hein, administratifs. Les projets, en fait, ils doivent démontrer. Alors là, on a quand même plus de précision dans le texte de l'appel à projet, mais en gros, quand même, quand c'est un projet qui n'est centré que sur des questions maritimes, et c'est lié avec le diagnostic qu'on a vu en amont, hein, c'est que le programme Isudoe, il est
coincé entre guillemets entre deux programmes maritimes, donc qui ont toutes les questions maritimes qui sont qui sont financées directement. Donc on a d'un côté le Med et de l'autre l'Atlantique. Donc le Sud-Ouest, en fait, il se concentre plutôt sur des questions d'intérieur, ce qui ne veut pas dire, attention, que des acteurs côtiers ne puissent pas participer à des projets Sud-Ouest. C'est pas du tout ce qu'on dit. Voilà. Et on a un autre critère d'éligibilité qui va être pareil, on en a parlé sans le nommer, qui est l'obligation en fait par objectif spécifique de présenter en tant que bénéficiaire certains types d'organisations. Et donc là, on a fait un peu, c'est assez difficile de rentrer en fait dans chaque objectif spécifique et de vous montrer vraiment dans chaque objectif spécifique qui est obligatoire, qui ne l'est pas. Je rebondis sur la question qui a été posée juste avant. Par exemple, sur le 4.1, on a une obligation entre un et un autre acteur, entre un type d'acteur et un autre type d'acteur, c'est-à-dire une autorité publique ou un acteur de l'économie sociale. Donc bon, dans chaque objectif spécifique, on a vraiment des types d'acteurs que le programme en fait rend obligatoire. Et donc pareil, si un projet se présente sans en fait intégrer dans son partenariat les acteurs obligatoires dans l'objectif spécifique dans lequel il se présente, il va lors de l'étude de l'éligibilité, nous on va proposer ce projet-là comme non éligible puisqu'il ne présentera pas les types d'acteurs obligatoires. Je précise deux petites précisions. Les projets s'auto-évaluent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils nous indiquent dans le formulaire de candidature qui représente, par exemple, l'autorité publique compétente dans ce projet-là, ou qui représente l'organisme scientifique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vérification derrière. C'est-à-dire que si en tant qu'autorité publique, l'entité est clairement pas une autorité publique, on va remettre en question l'auto-évaluation et donc ne pas accepter l'auto-évaluation. Et deuxième précision, une même entité ne peut pas permettre de justifier plusieurs types d'entités. C'est-à-dire qu'il y a des entités en fait, qui, de par leur propre statut, pourraient très bien être affectées à différents types d'organisations telles que le programme les définit. Nous, on oblige en fait que cette entité-là s'auto-inclut dans un seul type d'organisation pour le projet Sud-Ouest. Fabien, je vois que tu as la main levée. Oui, attention hein, sur ce point-là, parce que, alors déjà, première chose, sur les autorités publiques compétentes, on parle bien de compétences légales. Hein, on ne parle pas de compétences techniquement, hein, donc il faut bien avoir ça à l'esprit. Et justement, hein, sur l'appréhension qu'on peut avoir d'un pays à l'autre, c'est différent. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être vraiment très précis pour savoir, en fait, en fonction de le partenaire, à quelle catégorie on le raccroche. Parce que vous, du point de vue français, vous pourriez considérer, par exemple, que tel organisme est un organisme scientifique, pas moi, une agence nationale comme l'ANSES, et puis d'autres vont vous dire, mais non, c'est pas un organisme scientifique, c'est une autorité compétente. En l'occurrence, dans ce cas, il vaut mieux la classifier comme une autorité compétente, même si pour certains, on pourrait considérer qu'elle a des compétences scientifiques. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment avoir une vraie réflexion au sein de votre État, entre guillemets, c'est-à-dire en franco-français, sur à quelle catégorie se raccroche l'organisme français, et sur les organismes espagnols ou portugais, que vos partenaires aient une vraie réflexion sur à quelle catégorie ils doivent se raccrocher, mais surtout qu'ils s'assurent de la validité de leur analyse. Pour ne pas, en fait, que spontanément, intuitivement, ou voire par facilité, ils considèrent qu'ils peuvent se raccrocher à telle catégorie, alors que nous, derrière, autorité du programme, on ne pourra pas valider, en fait, l'intuition selon laquelle ils pourraient se raccrocher à cette catégorie. On a eu des cas, hein, donc c'est pour ça qu'on vous le dit, il faut vraiment traiter ce sujet-là avec attention, d'autant que sur cette question, en fait, de la complétude des typologies d'acteurs, on peut se retrouver dans une situation où le projet
de non éligible, enfin d'un partenaire non éligible, le projet deviendrait non éligible. C'est-à-dire que si vous comptez, par exemple, sur un opérateur public espagnol pour être l'autorité publique obligatoire, et que finalement il s'avère que ça ne peut pas être considéré comme une autorité publique, et que vous n'avez pas d'autre autorité publique dans votre partenariat, le projet tombe. Donc c'est loin d'être neutre. Donc vraiment, soyez vraiment attentifs et n'hésitez pas là aussi à entrer en contact avec les autorités pour faire valider votre scénario. Exactement. Donc, je continue. Et avant de passer peut-être au nouveau bloc concernant le partenariat et la chaîne de valeur, peut-être que vous pouvez, on vous anime également à lever la main ou faire des questions via chat. Ouais, je rebondis encore sur ce que vient de dire Fabien. C'est vrai que c'est important parce que le critère d'éligibilité, il est étudié directement au niveau du projet, hein. Donc vraiment, si on a un doute sur la présence des acteurs ciblés comme obligatoires dans l'objectif spécifique sur lequel on se présente, il vaut mieux en parler d'ores et déjà et voir ensemble plutôt que de l'envoyer et voir ce qui va se passer, parce que sûrement, si ça ne respecte pas, le projet ne sera pas évalué. C'est particulièrement important pour la question de la répartition des compétences. En fait, on a pu voir sur le précédent appel à projet, même sur le précédent programme, des structures en fait qui se revendiquent comme délégataires officieux d'une mission de service public, par exemple, mais qui en fait ne sont pas des délégataires. Donc, quand on dit une agence ou un organisme auquel est délégué en fait une mission de service public, il y a une vraie délégation. C'est pas on ne s'invente pas des délégations, quoi. Il y a des textes qui les fondent. Comme je ne vois pas ni de main levée ni de questions via chat, je vais passer à la question du partenariat et de la chaîne de valeur. Alors, on a une spécificité lorsqu'on parle de l'espace géographique éligible. On a une spécificité sur la France de par la propre géographie du programme, hein, puisque la France une partie de son territoire éligible. Donc, il y a une exception qui en découle, qui a été fixée. Alors, je ne sais pas si tu veux la présenter directement, Fabien, ou si je déroule, comme tu préfères. Oui, je peux. Non, juste par rapport à ton intervention. En fait, c'est pas une exception qui est uniquement française, mais effectivement, c'est Exact. un critère enfin, des critères qui ont été adoptés parce qu'il y avait cette exception française, qui était que seule une partie était couverte. Mais en fait, même si l'Espagne et le Portugal sont beaucoup moins concernés parce qu'ils ont très peu de territoire qui n'est pas compris dans l'espace géographique éligible, potentiellement, ils sont concernés. Mais oui, l'idée, en fait, c'est bien de rester sur un territoire d'éligibilité, hein, mais en permettant, en fait, de ne pas de gommer les effets indésirables, si je puis dire, en fait, de cette éligibilité partielle, et notamment de pouvoir s'assurer, en fait, que les autorités qui sont compétentes régionalement et ou nationalement puissent intégrer un consortium avec la pleine éligibilité. Voilà. Du coup, en fait, il y a trois conditions qui peuvent permettre, quand on n'est pas situé à proprement parler dans le territoire éligible, d'être éligible. Le premier, c'est d'être une autorité ou une agence publique de compétence nationale. Donc ça, facile à intégrer. Le deuxième, c'est d'être un opérateur public national disposant d'un établissement sur la zone. D'accord? Donc là aussi, c'est assez simple. Et le troisième, il est un peu plus piégeux si on ne le lit pas complètement, puisque on peut être éligible si on est un réseau national dont sont membres des organismes publics et des organismes privés à but non lucratif établis sur le territoire. Organismes publics ou organismes privés à but non lucratif. Le contre-exemple, et on pourrait le regretter, hein, mais en tout cas c'est comme ça qu'on a travaillé, c'est une fédération d'entreprises qui a son siège à Paris
n'est pas éligible au programme. À Paris ou à Strasbourg, d'ailleurs. Sauf si elle a dans ses adhérents, outre des entreprises, un organisme public ou un organisme privé à but non lucratif situé sur le territoire du programme. Donc là, en fait, c'est typiquement le cas, si vous êtes dans ce cas de figure, il faut vraiment là qu'on dialogue pour évaluer ça. Mais pour le reste, les deux autres critères sont quand même beaucoup plus simples, hein. Donc, cas concret, hein, vous êtes situé sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous êtes à Lyon. Si vous êtes compétent sur le territoire régional, vous êtes éligible. En revanche, si vous êtes une entreprise située à Lyon, vous n'êtes pas éligible. Vous l'êtes si vous êtes à Clermont-Ferrand ou à Bron. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Manifestement, c'est clair, ou manifestement, les structures présentes ne sont pas concernées. Sur la question de l'Andorre, alors les organismes andorrans peuvent intégrer les partenaires. Alors c'est vraiment très particulier parce qu'en fait ils vont apparaître comme bénéficiaires, mais sans être fédères. Donc bon, mais ils peuvent être bénéficiaires du projet et non pas seulement comme partenaires associés, ce qui est le cas des entités qui viennent d'autres régions en fait hors Sud-Ouest, qui pourront prendre part au projet sans aucun problème. Mais comme partenaire associé sans recevoir de FEDER. Les bénéficiaires potentiels. Alors, c'est également, j'avoue que c'est une slide qu'on ne présentait pratiquement plus, mais comme on a eu des cas en fait de bénéficiaires qui en fait ne correspondaient pas aux bénéficiaires potentiels tels qu'on l'a défini dans le programme, on y revient un peu dessus, mais en gros, on a 4 grandes catégories. Hein. Les publics, on est sur le premier degré de collectivité territoriale, État, région, département, mairie. Les organismes de droit public, la catégorie 2, donc là c'est plutôt toutes les universités par exemple. Bon, il y a d'autres types d'acteurs, hein, mais c'est Et ensuite on est sur la 3, les entités privées à but non lucratif, donc associations, fondations. Et 4, les entités privées à but lucratif et ou entreprises, bon, c'est surtout des entreprises, hein, qui, avec une précision, ne peuvent en aucun cas être chef de file d'une candidature de projet. Voilà. Et avec un petit point d'intention, les bénéficiaires doivent disposer de la personnalité juridique. C'est-à-dire qu'on a eu le cas, parce que dans la fiche 4, on le dit bien, les entités qui participent doivent être des entités avec personnalité juridique. Donc, on va dire j'ai plus d'exemples concrets, mais on avait on va dire une entité ad hoc qui n'existait pas juridiquement, qui s'était présentée. Donc bon, ça non, c'est pas possible de faire ce type de montage. La chaîne de valeur. Donc ce qu'on appelle la chaîne de valeur dans le cadre du Sud-Ouest, c'est très lié aux critères d'éligibilité sur l'obligation de présence de certains acteurs, mais pas que en fait. Là, le critère d'éligibilité, c'est une obligation à minima, mais on a également ce à quoi on préconise de tendre. C'est-à-dire qu'en tant que projet, ce que nous on recommande, c'est toujours de tendre en fait à une représentation maximale de la chaîne de valeur, c'est-à-dire vraiment du point zéro du développement de votre projet jusqu'à vraiment la mise en œuvre sur le terrain, l'adoption des réalisations développées. Donc en fait, le projet doit premièrement respecter les critères d'éligibilité. On le répète parce que ça a des conséquences vraiment importante sur la viabilité du projet. Mais en plus de cette obligation, il doit tendre vers l'inclusion de toute la chaîne de valeur de la thématique qui va être abordée. Il doit également, quand on parle de chaîne de valeur, on parle de compétences, mais on parle également de représentation territoriale. C'est-à-dire qu'on doit également essayer de tendre à être le plus représentatif possible des diversités des territoires, donc territoires ruraux, urbains, montagneux, plaines, en fonction de la thématique sur laquelle on travaille. C'est-à-dire que c'est important, nous, à l'heure d'évaluer un projet, de voir que les acteurs présents représentent des territoires pour lesquels la thématique fait sens. Et qu'on explique assez bien dans le projet pourquoi ces différents territoires et ces différents acteurs sont présents dans ce projet-là et vont aider de par leurs caractéristiques en termes de compétences ou en termes de représentativité territoriale ou en termes de prégnance de cette thématique sur tel territoire. J'en oublie sûrement, mais vraiment
que ça fasse sens la présence des acteurs, qu'on ne soit pas sur du pur affichage, entre guillemets, puisque en fait, j'exagère un peu, hein, mais on n'est pas sur juste, bon, mais c'est bon, j'ai mes acteurs des 3 étages, je peux me présenter. Non, il faut aussi que derrière, en fait, il y ait de la compétence et du sens en termes de représentation territoriale. Donc, en fait, effectivement, le projet doit intégrer les territoires acteurs les plus pertinents en fonction de la problématique identifiée. Pas bien. Ouais, si tu me permets, par rapport à ce sujet-là, en fait, on revient en fait sur un petit peu sur le début de. Enfin, c'est très lié en fait avec la stratégie globale du programme et avec sa logique d'intervention. C'est-à-dire qu'en fait, cette question de la chaîne de valeur, elle est questionnée à partir de la logique d'intervention, et la logique d'intervention questionne en fait le montage des projets. Donc en fait, il faut vraiment revenir sur les attendus stratégiques du programme, et pour vous, porteurs de projet, revenir en fait sur vos attendus, et pour questionner à la fois la logique de votre partenariat, mais aussi votre logique de positionnement sur un objectif spécifique ou sur un autre, et questionner l'objectif de votre projet et de vos réalisations pour vraiment voir à quel moment vous êtes en adéquation, à la fois en termes d'objectifs spécifiques, je vais donner quelques exemples, mais aussi du coup en termes de partenariat, et vraiment faire ce travail d'itération pour bien ajuster en fait c'est pas des contraintes, mais ces adéquations en fait pour produire les résultats attendus, en rappelant que l'Interreg Sudway, ça reste un programme de développement territorial et avec un objectif final qui est d'élaborer et de diffuser des solutions, qu'elles soient méthodologiques ou technologiques. Et je vais prendre quelques exemples, par exemple, de questionnements qu'on a pu avoir sur quelle priorité je dois me positionner en fonction de mon projet, et du coup, avec quel partenariat, puisqu'il y a un partenariat qui est associé, une typologie de partenariat qui est associée à chaque objectif spécifique. Je vais prendre deux, trois exemples. Par exemple, en matière de santé, il y a une priorité qui est dédiée, en fait. La priorité 4-5, qui est dédiée, en fait, au développement de l'offre de soins, à la prise en charge, en fait, de la dépendance, etc. Cette priorité-là, elle doit conduire, en fait, à ce qu'il y ait un partenariat qui permette de développer des méthodes scientifiques ou de prise en charge autres que scientifiques, et de la déployer sur le territoire. En revanche, on peut être un acteur de santé et avoir une innovation technologique à développer et à diffuser, sans pour autant, en fait, être dans une approche déploiement sur le terrain. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas en phase avec le programme, puisque les objectifs du programme restent quand même, en fait, de développer des solutions technologiques sur un certain nombre de secteurs stratégiques, et dont la santé fait partie. Mais ça veut dire que, acteur de santé, vous pouvez, en fonction vraiment de votre projet, de la nature de votre projet, vous positionner soit sur la priorité dédiée 4-5 à l'offre de soins, au développement de l'offre de soins, soit sur la priorité 1-1, innovation, parce que vous allez porter une innovation dans le secteur de la santé. L'innovation, elle est ouverte à tout. On pourrait dire la même chose, par exemple, sur un projet d'innovation sociale. Un projet d'innovation sociale, il a une priorité dédiée, la 4.1, mais l'innovation sociale, ça recouvre tout un tas de champs, et notamment en matière de développement territorial, le champ de la culture et du patrimoine. On peut avoir des innovations, des démarches en fait de développement territorial fondées en fait sur la valorisation du patrimoine, mais qui font appel en fait à des mécanismes ou à des acteurs issus plutôt de l'économie sociale et solidaire. Et donc légitimement, vous allez vous poser la question, mais est-ce que je dois faire un projet sur la priorité patrimoine et culture, tourisme, patrimoine et culture, ou est-ce que je dois faire un projet
là, en fait, les deux possibilités sont ouvertes. Encore une fois, il faut vraiment re-questionner en fait, le contenu de votre projet et ce que vous souhaitez faire pour voir en fait, à quel endroit il est plus opérant en fait, de se positionner. Et on pourrait reproduire à l'infini ce genre de choses. Je citais un cas, par exemple, un projet sur la gestion de l'eau, la gestion agricole de l'eau. Ça peut être un projet en fait, qui se positionne sur la priorité dédiée à la gestion de l'eau, mais ça peut être aussi un projet, comme ça a été le cas sur le premier appel, qui se positionne sur la priorité dédiée au développement des stratégies régionales intelligentes. Parce que dans le cadre de stratégies régionales intelligentes, certaines régions font le choix en fait, de faire une focale là-dessus et de travailler en fait, sur le rapport entre innovation et gestion environnementale. Et donc, le positionnement du projet, il est plus sur le développement d'une stratégie régionale que sur le développement d'une application d'utilité immédiate pour un agriculteur. Voilà. Donc, encore une fois, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. Ça permet vraiment pas de remettre en cause son projet, hein, mais juste de le remettre en perspective pour qu'il soit le plus adapté au projet et du coup, que vous montiez votre partenariat en fonction. Voilà, parce que derrière, en fait, il y a des contraintes. Et si vous n'êtes pas posé les bonnes questions, vous allez prendre une mauvaise direction avec, au final, des risques d'avoir des choses qui sont un petit peu pas assez opérantes ou peut-être, voire parfois un peu artificielles dans la façon dont les choses se montent par rapport à vos vrais attendus. On va passer à un nouveau bloc, donc peut-être jeter un coup d'œil s'il y en a des questions ou des mains levées avant de passer à la question des limites financières. Alors non, on n'a toujours pas ni de mains levées, ni de chat. Donc je vais continuer avec les limites financières. Donc repréciser, hein, toutes ces questions-là, elles sont présentes dans le texte de l'appel à projet. Hein. Vous pouvez les consulter tout le temps. Donc sur les limites financières à prendre en compte, on a la question du seuil de participation qui est de 100 000 euros de dépenses éligibles, c'est-à-dire que quand on parle de dépenses éligibles, ça inclut la contrepartie nationale et le FEDER, donc c'est le 100% de votre budget, par bénéficiaire, avec les exceptions suivantes. Pour les entreprises privées, donc entités de catégorie 4, qu'on a vu un peu avant, 20 000 euros, c'est le minimum, et non pas 100 000 de budget. Et pour les bénéficiaires qui vont se présenter dans des projets qui se présentent sur les objectifs spécifiques 4.1 et 4.5, le minimum de participation est à 50 000 euros, toujours pareil, dépenses éligibles, donc les 75% de FEDER plus la contrepartie du bénéficiaire. C'est bien un minimum. Exactement, c'est un minimum. Exact. D'ailleurs, il n'y a pas de maximum sur le programme Sud. Deuxième type de limite, dans le budget de chaque bénéficiaire, on a un plafond de 50% dans la catégorie des frais de personnel. C'est-à-dire que quand vous allez, alors là, en première phase, on ne va pas vous demander de préciser par catégorie, mais c'est important à savoir dans la construction de vos budgets. Le budget que vous allez afficher sur le projet, la partie du personnel ne pourra pas être supérieure à 50%. C'est-à-dire que si vous avez un budget, très concrètement, de 100 000 euros, vous ne pourrez pas avoir plus de 50 000 euros en personnel. Dans le budget du projet, on a un plafond pour les GT transversales, c'est dû à 15%. Alors c'est pareil, c'est au niveau du projet, on ne pourra pas avoir plus de 15% des dépenses affectées aux tâches transversales, qui est surtout la gestion, qui est également l'évaluation. Et c'est au niveau du projet, non pas des bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir bon, ça, c'est peut-être nous avancer beaucoup, mais on pourrait avoir des partenaires qui ont 30% sur l'unité transversale et d'autres zéro. Parce qu'ils ne vont pas ou peu. Zéro, c'est peut-être un peu trop parce que sur la gestion, ça me paraît peu probable. Mais on va dire qu'on peut avoir des différences entre partenaires, avec un qui est à 5, l'autre à 20. Voilà. Mais c'est au niveau du projet. Le but, c'était vraiment que ce soit clair que c'est au niveau du projet qu'on voit cette question-là. Et le projet peut demander un remboursement des dépenses de préparation
et c'est un montant forfaitaire de 12 500 € à distribuer entre les bénéficiaires. C'est-à-dire que vous aurez donc un montant forfaitaire de 12 500 et vous aurez juste en fait à, au moment de, si le projet passe en seconde phase, à vraiment indiquer en fait comment il est réparti entre les partenaires du projet. Donc ces limites-là, vous les retrouvez dans le texte de l'appel à projet. Et je vous conseille, si vous avez des doutes, notamment sur la question des plafonds de frais de personnel, des questions de flexibilité, parce qu'il y a de la flexibilité qui est possible. J'avais fait le choix de ne pas trop y rentrer aujourd'hui, ça me paraissait très anticipé, mais sachez qu'il y a un document qui est le guide du programme qui est disponible, qui est téléchargeable directement sur le site internet du programme, sur lequel vous avez toutes les normes très précises, notamment sur les dépenses par catégorie de dépenses, les normes de flexibilité et ce type de questions-là. Ah, je vois qu'on a une main levée, donc je vais vous donner la parole de Lauriane. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question juste par rapport à ce que vous disiez sur le budget. Quand vous parlez des 50% pour les dépenses prévues dans les catégories de frais personnels, pareil, est-ce que c'est un montant pour chaque bénéficiaire ou est-ce que c'est comme vous disiez, c'est au total sur le budget, il faut que ça représente ça? Alors, non, là, pour le coup, c'est vraiment, ça se regarde par bénéficiaire, la question Ok. des frais de personnel. C'est chaque bénéficiaire du projet devra afficher dans son budget Un maximum de 50% exactement, de un maximum de 50% personnel. affecté aux frais de personnel. D'accord. Et j'ai une deuxième question. Par rapport aux frais de GT0, là, de préparation de projet, à partir de. Enfin, est-ce que même si on. Enfin, jusqu'à quand est-ce qu'on peut les toucher? Parce que on va tous préparer nos projets, on va tous déposer une offre, on ira jusqu'à la phase 2 ou jusqu'à la phase finale. Et est-ce que du coup, si on va si on n'est pas sélectionné, on ne touchera pas d'argent pour l'argent qu'on a investi? Non. Ok. C'est simplement dans le cas où le projet sera approuvé que vous pourrez, en fait, lors d'une, c'est pas une déclaration de dépense, mais bon, lors d'un premier demande de remboursement, faire la demande de paiement pour ce montant forfaitaire-là. Ok. Donc tout l'argent investi, si on n'est pas sélectionné, il n'est pas. Exact. Okay. D'ailleurs, c'est ce qui justifie en partie, pas que, mais le fait que notre première phase soit une phase allégée, entre guillemets, même si ça ne veut pas dire que le projet ne doit pas être déjà préfiguré, mais c'est vrai que on va dire qu'on a une première phase qui est ce qu'on appelle une proposition de projet, donc beaucoup plus légère que ce que va être, en cas de passage en seconde phase, le formulaire de candidature, qui est beaucoup plus dense, qui était un peu l'objectif, en fait, de limiter la part d'investissement par rapport au risque de ne pas être approuvé. Voilà. Donc, on a essayé de trouver un compromis en intégrant cette première phase un peu plus allégée. Voilà. Oui, sachant que si on va que si on n'est pas sélectionné après la phase 2, on aura investi du temps quand même et on ne sera pas pris en charge quand même. Exact. C'est le risque, oui. C'est une limite. Voilà. Ouais. Ok, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Fabien. Oui, juste préciser je voulais revenir sur la question des dépenses de frais de personnel, mais juste par rapport à cette histoire de dépenses de préparation, logiquement, en fait, c'est un remboursement, c'est un forfait. Et si on l'ouvrait en fait à toutes les structures, indépendamment du fait qu'elles soient sélectionnées ou pas, déjà ça voudrait dire qu'il faudrait conventionner avec des structures avec qui évidemment il ne va pas y avoir de projet. Et puis surtout, ça voudrait dire en fait que des structures montraient un projet juste pour récupérer en fait des dépenses de préparation. Je tire un peu la ficelle. Non, mais je veux dire, la réalité, c'est que derrière ces programmes-là, il y a aussi parfois des effets d'aubaine et il faut aussi qu'on les contienne. Sur les dépenses de ressources humaines, juste rappeler que dans ces 50% doivent être intégrés. En fait, quand on parle frais de personnel, on parle bien de ressources humaines internes, ressources humaines recrutées spécifiquement, ressources humaines mises à disposition dans les formes, hein, sauf si on fait appel à une agence d'intérim ou donc c'est mis à disposition si c'est pas à titre lucratif, voilà.
Donc ça, c'est bien les ressources. Et stagiaires. Stagiaires sont aussi comptabilisés comme des ressources humaines. Du coup, excusez-moi, ça amène une autre question. C'était sur ces ressources humaines. Alors, est-ce que juste une précision, parce que c'est toujours quelque chose qui n'est pas forcément clair et qui peut avoir changé sur certains autres projets. Les permanents, quand on parle des statuts de laboratoire, d'université, d'institut de recherche, est-ce que est-ce que vous confirmez que les permanents sont bien pris en charge à titre, je veux dire de manière globale, qu'il n'y a pas de limitation, comme souvent c'est des gens qui sont déjà payés par l'État. Quand on est dans une structure d'État, il y a toujours un peu cette problématique-là. Est-ce que vous confirmez que ils sont bien éligibles pleinement dans les frais de personnel qu'on déclare? Absolument, oui, ils sont pleinement éligibles. La seule attention qu'on a, c'est de vérifier en fait qu'il n'y a pas de double financement sur le personnel qui est valorisé. Double financement à plusieurs égards. Ça peut être par exemple un personnel qui participe à plusieurs projets. Oui. Donc des déclarations financés d'exclusivité par d'autres structures, voilà, et qui déclarent un ratio, et au bout du bout, on est à 120% au lieu de 100. Bien sûr. Bon, c'est rarissime, hein, mais bon, en tout cas, c'est un point d'attention qu'on a au moment de la vérification. Et puis, il faut savoir aussi que, puisqu'on est en France, là, il y a des structures en France, notamment les unités mixtes de recherche, en fait, qui fonctionnent avec du personnel de la tutelle en fait de l'UMR et du personnel qui est mis à disposition par d'autres organismes. Ces personnels-là peuvent être aussi valorisés en tant que personnel mis à disposition et donc apparaître dans les 50%. En revanche, ça engendre déjà la valeur de cette mise à disposition, elle est plafonnée en fait à l'autofinancement du projet. D'accord? Pas que justement qu'il y ait de financement. Et surtout, c'est du personnel en fait qui ouvre pas en fait droit au calcul des montants qui sont des typologies de dépenses en fait qui sont au forfait. D'accord. Notamment des 15%. Donc, voilà. Ça, c'est des ajustements à faire. Il y a un tableau dans le guide qui reprend dans chaque cas de figure si ça ouvre droit ou pas aux 15% de dépenses de frais d'administration, aux 15% de déplacement, etc. Mais il faut quand même être attentif à ça, même si on anticipe un peu sur la deuxième phase, mais comme en général, quand on paramètre les choses en première phase, c'est en vue d'être en seconde. Il faut quand même veiller effectivement en fonction de la typologie du personnel qu'on associe à ces ressources humaines, dans quelle mesure ça impacte ou pas les deux options de coûts simplifiés sur les coûts administratifs et les dépenses de déplacement. Et juste une dernière question pour un partenaire du coup qui est une université au Portugal qui nous demande, ils veulent être sûrs qu'ils vont embaucher du coup ou en tout cas recruter alors je ne sais pas exactement sur le type de contrat, si ce sera un stagiaire ou je ne sais pas si par rapport au programme de recherche il y a des statuts un peu particuliers. De ce que je comprends de ce que vous avez dit, c'est que du moment qu'il y a un contrat et qu'on arrive à stipuler clairement dans le contrat que c'est lié au projet, cette personne-là est forcément prise en charge. Est-ce qu'il peut y avoir des différences ou du coup, est-ce que je dois conseiller à mon partenaire de se rapprocher des responsables du secrétariat conjoint de leur pays pour s'assurer qu'il n'y ait pas de limite? Est-ce qu'il peut y en avoir ou d'après vous, a priori, il n'y en a pas, par rapport au type de recrutement que peut faire une université, il n'y a pas de doute là-dessus et on peut leur assurer que la personne qu'ils vont recruter sera prise en charge si on peut, en tout cas sur le temps si on arrive à justifier que cette personne-là passe bien un temps dédié sur le projet avec effectivement un document d'exclusivité qui justifie qu'elle n'est pas prise en charge par un autre, ou en tout cas à quel pourcentage elle est prise en charge sur un autre projet, quoi. Alors, a priori, il n'y a pas de problème, mais dans tous les cas,
moi, je ferai la consultation dans tous les cas, parce que sur le Sud-Ouest, on le répète vraiment, il n'y a aucun problème à rentrer en contact avec nous sur ces questions-là en amont. On préfère même que ce soit toujours fait en amont, plutôt que découvrir en fait une situation, qu'on en découvre des nouvelles presque à tous les appels à projets. Donc, il vaut mieux, parce qu'a priori, j'imagine qu'il se réfère à des ball sales qui sont assez souvent imputés sur les projets Sud-Ouest. Mais bon, ça ne coûte absolument rien d'envoyer un email à leur autorité nationale en mettant en copie le secrétariat. Et comme ça, nous, on en parle, on est toujours, on voit ces questions toujours ensemble. Et si on voit que c'est un cas qu'on n'avait pas vu ou qu'on n'avait pas, qui est à part, et on peut y travailler dessus très en amont du développement du projet et y trouver des solutions avant que le projet soit déposé. C'est toujours plus facile de trouver des solutions avant qu'une fois que le projet est... Et est-ce que du coup, vous pouvez me donner à quelle adresse on fait cette demande-là spécifiquement? Alors, sur le site internet du programme, donc maintenant qui est la nouvelle version est en ligne apparemment, oui. Vous avez les coordonnées en fait de tant du secrétariat conjoint comme des autorités nationales. Donc, dans ce cas-là, c'est la porte. Christophe, je ne suis pas sûr que sur le nouveau site, les coordonnées aient été reportées des autorités nationales. Alors, il me semble avoir vu l'autre jour, justement, c'est pour ça que mais je vais le vérifier. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui, c'est bon. Donc, il me semble que si je vais... là, je vais mettre en français, pardon. Il est un peu nouveau pour moi aussi. Hein. Si je vais dans qui gère le programme, il me semble que j'ai l'autorité de gestion, par exemple, mais j'ai également les autorités nationales ici. Et donc là, vous avez autorité nationale portugaise. Ouais. Et là, vous avez les deux contacts des deux personnes auxquelles donc vous pouvez vous demander à votre mettre ces deux personnes plus le secrétariat conjoint en copie? Oui, alors nous, on recommande souvent qu'on soit tout le monde en copie. Comme ça, on se concerte tous sur la question. S'il y a un cas particulièrement épineux, hein, si c'est un cas assez simple, on peut répondre rapidement. Et voilà. Mais pareil pour le secrétariat conjoint. Hein, si vous voulez envoyer le secrétariat conjoint, vous avez les coordonnées ici. Et le mieux dans ce cas-là, quand c'est une générale, c'est de l'envoyer directement à la générale. Parce que vous avez également les contacts de chaque membre du secrétariat conjoint également. Ok, super. Merci Juste beaucoup. pour être tout à fait complet hein, sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure suite à votre question, il faut aussi faire attention quand un personnel fonctionnaire ou quelle que soit la fonction, hein, d'ailleurs public, État, est bien entendu éligible malgré le fait qu'il soit payé par des deniers publics, hein, ça tombe sous le sens. Mais attention par contre sur certains dispositifs qui sont financés, notamment on a souvent eu la question par exemple sur les thèses CIFRE. Est-ce que je peux déclarer mon thésard? Alors en fait, c'est des dispositifs qui sont déjà financés et dans ce cas-là, effectivement, là, ça posera en question. En fait, certains dispositifs, notamment des contrats aidés, peuvent parfois être, ça peut arriver par exemple dans le cadre du FSE ou d'autres dispositifs de l'État, peuvent être valorisés. On vous incite à éviter de le faire et surtout, si c'est fait, ça ne peut être que sur la partie qui est non prise en charge. Donc déjà, ça diminue le... Et puis rappeler, on vous invite aussi sur les ressources humaines à ne pas avoir un peu une approche à coût-avantage, notamment, on a mis d'ailleurs un plancher de 5%, en deçà desquels on ne peut pas déclarer du personnel. Mais voilà, essayez d'avoir une approche un peu cohérente dans la façon dont vous paramétrez votre staff au sein de votre structure, en ne multipliant pas en fait les portions de TP, parce que derrière, ça génère des coûts de gestion pour nous, mais surtout pour vous, avec à la clé en fait un gain quasi nul, quoi. Sachant que comme on est en fait sur des forfaits, enfin des taux fixes, on ne va pas regarder à 2% ou à 3% si vous avez effectivement, si vous êtes personnel salarié de la structure, que vous pensez dédier 30% de votre temps au projet Sud-Ouest et qu'au final vous en dédiez 27, vous aurez quand même 30%. Donc voilà, ayez cette approche-là pour être sûr de ne pas s'embarquer en fait dans des trucs trop complexes, quoi.
Oui, de ne pas aller trop loin dans les chiffres, de rester sur Ouais, des chiffres génériques en c'est tout ça. cas et globaux pour que ce soit facile. Ok, merci C'est ça. beaucoup. Donc, n'hésitez pas, je ne vois pas de main levée, mais il nous reste un petit, alors je ne l'appellerai pas bloc, hein, c'est un résumé assez rapide du deuxième appel à projet. Donc n'hésitez pas, hein, levez la main, on vous donne la parole, et sinon par chat si vous le désirez. Donc je vais reprendre rapidement, hein, toutes ces informations-là, rappelez, hein, tout est disponible dans le texte de l'appel à projet. Le guide du programme est disponible, je vous recommande fortement d'y jeter un coup d'œil. D'aller un peu feuilleter sur les thèmes qui vous posent problème, parce que généralement c'est un guide qui répond quand même à pas mal de questions qui peuvent se poser au moment du montage. Il est également pensé pour le, pour l'exécution, mais enfin là en ce moment même pour ce qu'on appelle un projet. Euh, et donc là on voit à l'écran en résumé premièrement le budget total FEDER de l'appel à projet, donc 53,7 millions d'euros avec le détail par objectif spécifique, hein. Les durées de projet, c'est 36 mois maximum. Donc la première phase, elle va se terminer, donc elle est d'ores et déjà ouverte depuis le 26 février, mais elle se termine le 31 mai. On répète, alors ça peut paraître, mais n'attendez vraiment pas le dernier moment pour commencer à rentrer sur Issudoe, tant pour vous familiariser avec la plateforme, comme pour éviter en fait le rush des derniers jours et compagnie avec l'introduction des données. Donc nous, on vous conseille d'ores et déjà, hein, de rentrer, créer les utilisateurs, vous familiariser en gros avec la plateforme et pouvoir entrer en contact avec nous en cas de doute ou de problème ou autre. Voilà. Les partenariats, donc bon, on l'a vu, mais c'est un résumé global, mais au moins un bénéficiaire de chacun des 3 États membres. Donc pas de projet avec seulement un ou deux États membres représentés. Le FEDER, c'est jusqu'à 75%. En gros, par défaut, c'est en grosse majorité des cas 75%, et un budget minimum à respecter qu'on a vu dans la partie des limites financières. Je pense qu'on a revu, je voyais le site internet du programme également que vous avez vu un peu lorsque je suis allé montrer les contacts. Pas bien? Oui, juste quelques pièges aussi à éviter. Et dans tous les cas, vous invitez en fait à prendre notre attache et celle du secrétariat conjoint. Il y a différentes modalités, hein, pour le faire. Par mail, pour ce qui nous concerne, on est réactif et on souhaite pouvoir échanger avec les porteurs de projets avant le dépôt. Voilà. Il n'y a rien de pire en fait que de découvrir un projet dans le cadre, une fois que l'appel est terminé, et de se rendre compte qu'on n'a pas pu faire passer les messages qu'on aurait dû faire passer pour lui donner le plus de chances de réussir. Voilà. Donc, on est là pour ça. Contactez-nous. Contactez-nous, autorité nationale. Nous, on vous fera un retour en fait sur la doctrine du programme et nos attentes sur les projets. Et contactez le secrétariat conjoint qui met à votre disposition des cafés virtuels, etc., qui pourra vous répondre sur d'autres aspects et sur les mêmes que nous aussi. Voilà. Ce double contact est absolument nécessaire, et il vaut mieux en fait prendre connaissance des attendus avant qu'après, sachant que là, on a évoqué les éléments généraux, mais les rendez-vous qu'on propose, c'est vraiment pour se plonger dans le cœur de votre projet et vous faire un retour en amont du dépôt du dossier. Quelques pièges à éviter, avoir des projets trop nationaux ou trop régionaux, c'est-à-dire avoir un partenariat avec 3 structures de sa région et puis un espagnol et un portugais. A contrario, aller s'intégrer dans un partenariat où vous seriez isolé, une structure française avec 5 partenaires espagnols et un partenaire portugais. C'est des projets en fait qui répondent pas, hein, concrètement aux attentes du programme. Donc dans un cas comme dans l'autre, ayez cette attention à respecter des équilibres, à faire en sorte en fait que le projet soit impactant
sur l'ensemble des territoires et pas seulement sur une région de l'espace sud-ouest. Sur le budget, attention aussi, vous êtes en première phase, on est plutôt en fait sur une phase où ce sont sur les attendus stratégiques et opérationnels qu'on attend des éléments. Mais par anticipation sur la deuxième phase, vous devrez constituer un budget en fait que vous aurez convenu, négocié avec vos partenaires. Faites ce travail en amont pour présenter un budget par partenaire, même s'il est dans la masse, qui soit quand même cohérent et pas un budget en fait élaboré à la hache avec 400 000 pour un, 200 000 pour l'autre, 200 000 pour l'autre et 200 000 pour l'autre. On le voit, hein, mais typiquement en fait, ce type de facilité en amont de la première phase, elle contribue en fait à jeter un doute des évaluateurs sur la réalité en fait de la dynamique partenariale pour la constitution du dossier. Donc vraiment essayer d'affiner le plus possible ce que vous pouvez affiner avec la contrainte de temps hein, qui est la vôtre, de manière à déjà d'anticiper au mieux sur la deuxième phase et surtout de donner les bons signaux aux structures qui seront amenées à vous évaluer. Alors Fabien, je pense qu'il y a une précision sur ce que tu viens d'expliquer qui demande en fait, une personne qui demande si vous souhaitez qu'on vous contacte également pour les projets où l'institution est partenaire bénéficiaire. Absolument, pas seulement les chefs de file, parce qu'en général, effectivement, les chefs de file, on échange avec eux, c'est assez rare que les chefs de file ne prennent pas contact. Enfin, les chefs de file français ne prennent pas contact avec l'autorité nationale française. En revanche, effectivement, on a un certain nombre de partenaires qui s'embarquent dans des aventures, à tort ou à raison, hein, on n'est pas, mais sur lesquels, en fait, c'est important d'avoir cet échange en amont pour que vous ayez bien à l'esprit, en fait, les attentes de chacun et faire en sorte que vous optimisiez, en fait, votre participation et que vous vous donniez le plus de chances possible dans l'appel à projet. Nous, on n'a pas d'approche d'évaluation basée sur la nationalité du chef de file. On évalue bien tous les projets, quel que soit le chef de file, mais on veille quand même à ce que le projet soit cohérent et, en tant qu'autorité nationale française, à ce que les bénéficiaires français soient correctement représentés pour donner du sens au projet pour le territoire français. Alors, Madame Sidobre, vous avez la parole, Oui, je pense. ouais, voilà, c'est pour compléter, merci. Compléter ma question, c'est parce qu'en fait, moi j'ai déjà informé, par exemple, la région qu'on allait participer et autres, mais du coup, j'ai pas forcément doublé effectivement un mail auprès de vous ou du secrétariat conjoint. Donc, c'était plus dans cette double optique de faire à la fois une information à la région, mais également auprès de vous en tant qu'autorité nationale, si je comprends bien du coup la double démarche. Oui, double, même, enfin double en l'occurrence, triple, là, Pas double, ouais. dans le cas qui vous occupe. Mais bon, il faut savoir que nous, autorité nationale, on est en interaction avec les régions et que donc à un moment ou à Bien un autre, sûr, si vous ouais, vous ouais. êtes signalé auprès des conseils régionaux, on a forcément vent du dossier. Sauf si, Bien sûr, ouais. sauf si vous avez échangé, par exemple, avec la région région X, le service de développement éco. Ça ne veut pas dire en fait que vos Non, c'est avec la interlocuteurs au sein de personne la qui est en région charge. sont. Non, c'est avec la personne qui est référente pour l'Interreg Sud-Ouest, hein, donc Oui, mais dans ce cas-là, en effectivement. fait, votre projet sera nécessairement dans nos radars à un moment ou à un autre, et j'espère qu'on pourra enclencher en fait cet Ouais. échange pour vous permettre de Non, formater mais le très bien, dossier. mais on va faire les choses correctement à ce moment-là et informer tout le monde. Et le secrétariat Merci. conjoint, parce qu'il y a d'autres Bien questions en sûr. fait qui se traitent à l'échelle du programme sur lesquelles nous on peut pas forcément vous répondre, notamment sur les règles administratives, etc. Ou sur une réalité en Espagne ou au Portugal qu'on ne maîtrise pas comme eux le maîtrisent. Donc voilà. En fait, c'est vraiment vous donner le plus de chances Les possible que votre chances. projet soit en adéquation avec le programme, que de consulter toutes les autorités qui sont impliquées. Ok, bah super. Merci beaucoup. On a une seconde main levée. Juste avant, je vais répondre à une question rapidement parce que je vois qu'elle était dans le chat et qu'il existe une plateforme pour trouver des partenaires de projet. Alors exact, il y a une plateforme qui s'appelle Coop Sud-Ouest que vous voyez à l'écran. Je pense que si je clique, le lien doit fonctionner. Oui, voilà. Donc en fait, c'est une plateforme qui
vous propose de voir soit proposer une idée de projet, soit vous enregistrer comme entité pour voir en fait par quel type de projet vous pourriez être intéressé, soit à l'inverse, vous-même écrire un projet pour lequel vous cherchez deux entités. Donc en fait, je vous invite à vous connecter sur cette plateforme-là et regarder un peu les opportunités que ça vous apporte. Mais oui, c'est le but de Coop Sud-Ouest, c'est bien ça. C'est de permettre de mettre en relation tant des idées de projet comme des acteurs intéressés. Et du coup, j'ai une main levée de Monsieur Revers, vous avez la parole. Oui, bonjour, merci. Donc, Bonjour. je suis chercheur dans un laboratoire de l'Université de Bordeaux. Et j'avais des questions par rapport justement à la place des autorités publiques. Moi, je suis dans le cadre donc, de l'objectif de 2.7 sur les problématiques de biodiversité, dans lequel donc ça cible les pollinisateurs. Et donc, notre projet vise à développer des stratégies de restauration d'habitat pour les pollinisateurs. Donc, dans ce cadre-là, j'ai interagi avec à la fois les services de l'État en région et avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et ma question, c'était effectivement, est-ce que je vais plutôt les associer comme des bénéficiaires, parce qu'en fait, ils sont quelque part derrière, c'est eux qui mettent en place les politiques publiques sur ces sujets-là. Les pollinisateurs, il y a un plan pollinisateur de région nationale, enfin, les définitions régionales d'un plan pollinisateur national qui lui-même dépend aussi d'un même plan plus européen. Et où est-ce que vous pouvez les déclarer comme bénéficiaires? Et dans ce cas-là, moi, ma question, c'est s'ils sont bénéficiaires, évidemment, quelque part, c'est une obligation pour moi de les intégrer comme bénéficiaires, enfin, un des services d'autorité publique dans ce cas. Et c'est derrière, c'est le budget associé qui est un minimum de 100 000 euros, sachant que nous, derrière, le gros du budget va être sur des travaux de restauration d'habitat, et c'est pas forcément ces services-là de l'État ou ces autorités publiques-là qui vont gérer cette partie-là. Et donc, ma question, c'était voilà, donc c'était à la fois donc comment placer ces autorités publiques, et deuxièmement, ensuite, c'est comment pouvoir finalement justifier 100 000 euros de dépenses pour chacun des bénéficiaires. Dans mon cas, où on reste du 3 bénéficiaires, sachant que on va dire, la part importante du budget va être consacrée à des expériences pilotes, donc de restauration, et ça va être compliqué pour moi d'avoir 100 000 euros forcément sur chacun des bénéficiaires pour, au final, une grosse action qui va utiliser le budget qui va être porté a priori que par un bénéficiaire, parce que c'est lui qui va piloter les grosses actions, l'action principale du projet. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair dans mes propos. Oui, alors par contre, vous parlez de restauration d'habitat, mais qui portera en fait les actions sur le terrain? Alors, ça, c'est encore une question que je me pose. Ça sera probablement, alors, il y aura sans doute associé derrière puisque sur le foncier, ça sera probablement des communes. Il y a aussi des associations qui sont impliquées parce qu'ils ont une connaissance aussi du terrain. Et puis derrière, on va travailler avec un gestionnaire, puisqu'en fait, on va travailler sur des milieux qui sont les infrastructures linéaires de transport d'énergie, et notamment avec RTE, qui est actuellement le gestionnaire à l'échelle nationale. Donc, je ne sais pas encore précisément qui sera effectivement la structure qui va piloter, on va dire concrètement, l'action de restauration. Parce que ce n'est que cette partie-là, elle est quelque part coordonnée par les partenaires scientifiques du projet. Donc, nous aussi, l'Université de Bordeaux, et les partenaires espagnols et portugais qui ont aussi, on va suivre la même stratégie commune. Oui, mais en l'occurrence, peut-être je vous propose qu'on prenne contact pour poursuivre cette discussion. Mais en l'occurrence, c'est pas l'université en fait qui va porter sur le terrain les actions de restauration. Donc il y a forcément une autorité compétente en France ou en Espagne ou au Portugal. Quand je dis compétente, c'est-à-dire on va prendre un cas concret. Je veux dire, si vous êtes sur un gestionnaire forestier pour faire des aménagements, ce gestionnaire forestier, si c'est l'ONF, c'est une autorité compétente, si on est dans le cas français. Donc après, il faut voir avec les terrains sur lesquels vous allez travailler qui opère. Je rappelle en fait que cette obligation, elle n'est pas nationale, elle est transnationale. Donc si vous avez, par exemple,
une communauté autonome en Espagne qui est l'autorité compétente et qui va porter en fait les actions, ça suffit en fait à atteindre les obligations. Et après, effectivement, vous pouvez ajuster pour le pendant français qui doit permettre la diffusion, à travailler plutôt avec des partenaires associés plutôt qu'avec des partenaires. Mais tout ça, ça s'ajuste vraiment au cas par cas. Donc, je propose effectivement qu'on échange rapidement pour voir ça. Mais effectivement, cette question du ticket d'entrée, entre guillemets, de 100 000 euros, avec les aménagements qu'il y a pour les entreprises et pour certains objectifs spécifiques, elle conditionne l'application du partenaire. Après, sur 3 ans, c'est pas si élevé que ça. 30 000 euros par an, 33 000 euros par an, c'est pas grand-chose. Dès lors qu'on met un peu de RH, un peu de Presta, etc., on l'atteint assez vite. Mais effectivement, vous n'allez pas pouvoir multiplier, à l'échelle française en tout cas, le nombre d'autorités publiques que vous allez pouvoir associer. Mais justement, là, c'est un savant dosage à faire pour à la fois aller dans le sens des attendus du programme, aller dans le sens de l'intérêt de votre projet pour vous, enfin pour votre structure, et donc doser ça entre partenaires associés, etc. Mais voilà, c'est typiquement des sujets sur lesquels il y a des paramètres et des configurations toujours très spécifiques à vos attentes et sur lesquels il faut qu'on dialogue pour vous aider à ajuster tout ça au mieux, quoi. Tout à fait. OK. Donc, on va se prévoir une rencontre rapidement avec vous. Merci. Je ne vois plus ni de questions par chat, ni de mail levé pour le moment. Donc, a priori, je ne sais pas, Fabien, si tu veux peut-être rajouter quelque chose avant de terminer. Non. 1, vous souhaitez bonne chance. 2, pour ceux qu'on n'a pas encore, avec qui on n'a pas eu le plaisir d'échanger, vous inviter à entrer en contact avec nous et à échanger aussi avec le secrétariat conjoint. Invitez vos partenaires aussi à contacter leurs autorités pour avoir aussi le pendant de ce qu'on peut échanger entre nous. Et puis pour ceux avec qui on a déjà échangé, vous dire qu'on est toujours à votre disposition pour poursuivre les réflexions avec vous et vous donner à tous le plus de chances possible d'être au bout. Mais du coup, vu qu'effectivement, il n'y a pas d'autres questions, ni de mail levé a priori, également, vous souhaitez bonne chance. Répétez, on est complètement à votre disposition, donc n'hésitez pas. Il vaut mieux régler les problèmes avant le dépôt. Donc vraiment, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Vous avez tous les contacts sur le site internet du programme. Et du coup, bonne chance à vous. Bon appétit en France à cette heure-là. Et à bientôt, j'espère. Merci Christophe, merci. Merci, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.